Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Innover, c'est gagner. C'est le titre du livre que j'avais écrit en 1991. 23 ans plus tard, cette affirmation est plus que jamais d'actualité. Mais les choses ont beaucoup changé. Progrès technique, irruption d'Internet dans la vie quotidienne, arrivée des pays émergents. Ces trois facteurs et quelques autres ont bouleversé la hiérarchie qui existait entre les pays dits innovants. L'objet de cet ouvrage est de faire le point sur l'innovation française d'aujourd'hui, ses succès et ses échecs, de voir comment la France se comporte dans cette compétition mondiale et si elle peut améliorer ses positions. La plus grande invention mondiale, elle est française, a failli ne pas être expérimentée en France. En l'occurrence, il s'agit de l'invention par le professeur Carpentier du premier cœur artificiel total en phase de fonctionnement Mi-2013, et qui concerne rien moins que 7 milliards de personnes à ce jour, c'est-à-dire l'humanité entière. Cette invention est développée dans les pages qui suivent, mais la problématique qui se pose la concernant est celle de toutes les innovations dites de rupture. Les risques techniques ne peuvent-ils pas bloquer sa mise sur le marché ? Y a-t-il un marché solvable la concernant et dans ce cas, quel est le système commercial capable de distribuer ce produit éminemment technologique dans le monde entier ? Et d'en assurer le service après-vente ? Enfin, concernant la santé, ce produit sera-t-il agréé par la collectivité et s'il l'est, pourra-t-il faire l'objet d'une prise en charge totale ou partielle par celle-ci ? Souhaitons également que les amoureux de Penay qui font du cœur le siège des émotions ne soient pas trop contrariés par cette découverte du XXIe siècle. L'administration française, après avoir investi 35 millions d'euros dans ce projet, et sans doute en application du principe de précaution, ne s'est décidée à donner son autorisation pour des essais cliniques que 6 mois après que l'Arabie Saoudite, la Slovénie, la Pologne et la Belgique se soient portés volontaires pour y procéder les premiers. Comment peut-on expliquer cela ? On sait en effet qu'une invention se transforme en innovation lorsqu'elle a trouvé une clientèle solvable, c'est-à-dire est acceptée par le marché. Pour cela, et dans ce secteur, il faut nécessairement procéder à des essais approfondis. La France est un pays de découvreurs, d'inventeurs, d'innovateurs, de développeurs comme en témoignent les personnalités suivantes, Louis Braille, les frères Lumière, Pierre et Marie Curie, Niepce et Daguerre, Laennec, Pasteur, Pascal, Jacquard, Cugnot, Appert, et plus près de nous, François Gernel, peu connu c'est quand même l'inventeur du micro-ordinateur le Micral, l'ingénieur Bertin et les effets de sol, aérotrain, les naviplanes, le Baron Bic et sa célèbre pointe, Roland Moreno, la carte à puce succès planétaire. Longtemps ignorée par les Américains, c'est en 2013 que American Express a décidé, les brevets étant tombés dans le domaine public, d'adopter la célèbre carte à puce, Pierre-Gilles Degène les cristaux liquides, le professeur Montagnier le virus du sida, Georges Charpak, les détecteurs de particules. La France 5e puissance mondiale, plus pour longtemps, et 6e pour son budget recherche et développement, possède le système national d'innovation le plus complet du monde. Les aides financières par exemple sont très nombreuses et il fait l'admiration de tous les pays étrangers qui le découvrent. La qualité des laboratoires et les compétences des chercheurs sont reconnues dans le monde entier. Le capital risque, devenu en 2012 Capital Innovation, est actif en France depuis 1972 et la création de Sofinova par un brillant innovateur également, Christian Marbach. Les équipes sont très professionnelles et ont financé pratiquement toutes les success stories vues en France depuis 40 ans, la meilleure preuve, elles lèvent des capitaux dans le monde entier et même auprès des investisseurs les plus exigeants, les fonds de pension américains. Seul problème aujourd'hui, le capital investissement risque de manquer de ressources dans l'avenir par excès de régulation et d'encadrement. Paradoxe. La France n'est jamais en tête d'un classement en Europe et dans le monde qui la reconnaîtrait comme pays très innovant. Elle est classée 11e en Europe et est dans le groupe des suiveurs. Dans les classements mondiaux, elle se situe entre la 20e et 25e place. En fait, ce sont les petits pays qui trustent régulièrement les premières places. La Suisse presque toujours numéro 1, la Suède, la Norvège, le Canada, Singapour avec évidemment dans les 5 premiers régulièrement, les USA et l'Allemagne, avant qu'on y retrouve bientôt la Chine, la Corée du Sud et le Brésil. Malgré toutes les mesures actuellement prises en 2012-2013, étant donné la résilience et le temps d'adaptation,
la situation de la France dans ces classements ne s'améliorera pas, si ces mesures réussissent, avant une dizaine d'années. Et durant cette période, l'image de la France continuera d'en souffrir. C'est en même temps les succès de l'innovation française et ses dysfonctionnements que nous voulons analyser et présenter sous une forme simple. Après avoir financé et accompagné des entreprises innovantes pendant 35 ans, nous sommes nombreux à être déçus par ce que nous constatons aujourd'hui. Comme le souligne une étude récente, si la France n'est pas reconnue comme un pays vraiment innovant, quelques grandes entreprises figurent cependant en tête des entreprises mondiales les plus innovantes, le CEA pour beaucoup d'applications, Alstom ses turbines et ses TGV, et l'éco-industrie au niveau européen Airbus Industrie et les lanceurs Ariane. On doit aussi mentionner la création permanente des maisons de luxe françaises, innovations non technologiques, mais qui permettent à LVMH, Hermès et Kering d'être les leaders mondiaux. L'innovation moteur de la croissance, thème souvent mentionné. L'absence de croissance de la France est sans doute due à ces innovations insuffisantes qui ne permettent pas de constituer un tissu industriel dense, dynamique et incontournable. Le système national d'innovation qui mêle acteurs publics et acteurs privés fait partie intégrante de ce qu'on appelle le modèle français. Or, celui-ci manque depuis de nombreuses années d'efficacité, ce que l'on constate à différents niveaux. La France pourra-t-elle le réformer ? Rien n'est moins sûr. Le moment approche où, si les créateurs trouvent plus de facilité à l'étranger, ce qui est déjà le cas, ils n'hésiteront pas à s'y établir. Dernière nouvelle, première implantation chez l'homme du cœur artificiel bioprothétique Karma. Paris, le 20 décembre 2013. Karma, FR 0010907956, Alcar, concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, offrant une alternative aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque terminale, annonce que la première implantation dans le cadre de l'essai clinique de faisabilité de son cœur artificiel bioprothétique conformément aux autorisations de l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et du Comité de protection des personnes, a été effectuée le 18 décembre 2013 en première mondiale par l'équipe de l'hôpital européen Georges Pompidou, Paris, France. Cette première implantation s'est déroulée de façon satisfaisante, la prothèse assurant automatiquement une circulation normale à un débit physiologique. Le patient est actuellement sous surveillance en réanimation, réveillé et dialoguant avec sa famille. Innovation, définition de l'OCDE. C'est un mot qui renvoie à une action, celle d'innover, et au résultat, le produit de cette action. La définition que propose le manuel d'Oslo d'une innovation est la mise en œuvre, implémentation, la commercialisation ou l'implantation par une entreprise et pour la première fois d'un produit, bien ou service ou d'un procédé de production, nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques d'une entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations avec l'extérieur. 2 conventions. Milliers d'euros ou dollars, K-euros, K-dollars. Millions d'euros ou dollars, M-euros, M-dollars. Milliards d'euros ou dollars, MD euros, MD dollars. 3 conseils aux entrepreneurs. En suivant les conseils prodigués dans ce livre, les entrepreneurs qui voudront créer leur société innovante, à plus forte raison très innovante, ou la développer, en comptant sur des concours publics, étant donné la très grande volatilité des réglementations économiques, financières, juridiques ou fiscales, voudront bien consulter les derniers textes de l'administration française très prolifique en ces matières. Chapitre 1 de la recherche à l'innovation, et à accent grave la triple hélice. Typologie des innovations. L'innovation oui, mais quelle innovation ? Le terme d'innovation, très utilisé, parfois mal à propos, véhicule des images diverses et contradictoires. Il est donc utile de le resituer dans l'activité créatrice de l'esprit humain, de le confronter aux termes de recherche pure ou fondamentale, recherche appliquée, invention et technologie. Tous ces termes font aujourd'hui partie de l'économie de la connaissance ou du savoir ou encore capitalisme cognitif, économie dans laquelle nous serions entrés dans les années 90. Confère la présentation de Bernard Polleret au chapitre 11, le point de vue des économistes et des praticiens. 1. La recherche fondamentale.
Au stade le plus amont se situe la recherche pure ou fondamentale. Celle-ci a pour objet d'expliciter les lois de la nature, de faire progresser les connaissances de l'humanité et tout le monde en espère des applications immédiates pour l'individu dans sa vie quotidienne. Ce qui ne veut pas dire que toutes les innovations sont issues de cette recherche pure. Faut-il à ce moment différencier les recherches sur l'infinime petit et l'infinime grand ? Il ne semble pas que la connaissance de l'univers soit de la même essence que la recherche sur l'ADN, seuls les outils utilisés diffèrent mais pas le raisonnement. La connaissance de la formation du système solaire il y a 15 milliards d'années, à la suite du Big Bang nous satisfait intellectuellement, mais nous apporte peu dans la vie de tous les jours. Les astronomes américains ont découvert en 1989 qu'il existerait à 150 millions d'années-lumière de notre galaxie un gigantesque aimant, d'une masse sphérique d'environ 250 millions d'années-lumière de diamètre, d'une masse de 30 millions de milliards de fois celle de notre Soleil. La présence de cette masse énorme expliquerait que les galaxies soient détournées de leur course et soient attirées, c'est le cas de la Voie lactée, à une vitesse de 500 km par seconde par des aimants qui restent à découvrir. Est-ce un début de réponse à la question fondamentale ? Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Non. Et ce savoir nous est de peu d'utilité dans la résolution des problèmes urgents de la vie quotidienne. Par contre, l'étude et la connaissance de l'infinime petit, la compréhension de la structure de la matière et des mécanismes cellulaires ont des conséquences très positives pour la santé, la pharmacie, dans l'élaboration de nouvelles molécules pour lutter contre les maladies et mettre au point sérums et vaccins. 2. La recherche appliquée. La recherche appliquée utilise les découvertes et les relations dégagées par la recherche fondamentale pour arriver à des résultats exploitables, des produits, des procédés opérationnels, susceptibles de déboucher sur les marchés. Cette terminologie est très adaptée aux industriels qui, à partir de leurs services recherche-développement, mettent au point des applications souvent sophistiquées et très utiles dans toutes les branches d'industrie, santé, électronique, agroalimentaire, mécanique, automobile, chimie. 3. L'invention. L'invention est familière aux Français, elle rime avec Salon des inventeurs, Système D et Concours Lépine. Les inventeurs bénéficient d'une bonne image auprès du grand public qui garde en mémoire quelques grandes inventions comme l'ampoule électrique, le vaccin contre la rage, la moulinette à légumes, la pointe bic. Leur image est plus contrastée aux yeux des professionnels, industriels, financiers ou autres décideurs économiques, qui ont du mal à travailler avec eux et leur ont parfois reproché d'élaborer des objets sans se soucier de l'aval, du marché ou de la production de série. Reproches injustes pourrait-on dire, à chacun sa spécialité. Le champ de l'invention est vaste et on y trouve des objets utiles, heureusement, parfois inutiles et aussi de réels produits nouveaux qui peuvent être industrialisés procurant a posteriori à l'invention le caractère d'innovation, et à son créateur le titre de génie. Les inventions parfaitement inutiles on les trouvera dans le catalogue des objets introuvables de Carrelman, parmi lesquels, le fauteuil radiateur, le rocking chair latéral dit à roulis, la chaise plate, le fer à repasser à roulettes, le verre à 2 compartiments, l'un pour l'eau, l'autre pour le vin, le fusil pour tuer les kangourous dont le canon qui ondule imprime à la balle une trajectoire sinusoïdale qui suit l'animal dans ses bonds. Invention jamais passée au stade de l'innovation, et pour cause. Ces objets farfelus nés dans le cerveau de gens normalement constitués peuvent parfois être brevetés, comme la bicyclette pour cheval, France, l'ascenseur douche, France, la réserve de whisky sous forme de livre de jurisprudence, UK, aux USA brevet accordé pour un appareil démontrant l'existence de Dieu, la ceinture de chasteté pour homme, le chapeau qui se soulève et salue tout seul, ainsi qu'une invention très technique économisant l'emprise au sol et réduisant de moitié le coût de construction des voies ferrées, c'est le train doté des apostrophes. Une voie ferrée sur son toit avec plan incliné à l'avant et à l'arrière, ce qui permet à 2 trains de se croiser sur une même ligne, un train pouvant rouler sur l'autre. Par contre, l'Office des brevets américains a toujours refusé les brevets Joliot-Curie de 1940 sur l'énergie atomique, l'examinateur avouant ne rien y comprendre. Les exemples distrayants abondent, on lira aussi Barenton confiseur, bien connu des ingénieurs. Pour être protégée, l'invention devra être brevetée, elle entrera en production,
sera alors fabriqué en série selon sa nature et deviendra sur le marché innovation, et grand succès. 4. L'innovation. Lorsqu'on parle d'innovation, le grand public pense souvent innovation technologique et produits nouveaux, alors qu'il existe aussi des innovations d'ordre immatériel dans les activités de service, d'organisation ou de distribution, sans oublier les innovations sociales qui seront présentées. La société BIC fournit un excellent exemple d'innovation développée à 4 niveaux, ce qui fait de la pointe BIC l'instrument à écrire encore le plus distribué, 60 ans après sa création, dans de multiples échoppes. Le baron Bic, inventeur du stylo à billes mais aussi entrepreneur, innovateur et amateur de régates, relate que depuis 1850, des inventeurs de différents pays s'étaient attachés à mettre au point un instrument pour écrire à billes. Aucun n'avait réussi à faire un produit fiable à un coût compétitif. En 1950, la conjonction de 3 facteurs rendit cette invention-innovation enfin réalisable dans de bonnes conditions. L'utilisation de tours de précision pour l'usinage de la bille, l'emploi de matières plastiques moulées et la création de nouvelles machines d'assemblage. On peut aussi y ajouter la maîtrise concernant une encre suffisamment visqueuse, mais pas trop. À cette date sortait le premier Bic Cristal, au prix de 50 centimes de francs, rendu possible par la fabrication de série. En 1974, la société vendait plus de 8 millions de stylos billes ou Bic Cristal par jour dans le monde entier. Mais il faut aussi mentionner l'innovation au stade de la distribution et donc du marketing. Pour vendre un produit de consommation comme celui-ci, il fallait aussi s'affranchir du système de distribution traditionnel. Le crayon Bic fut alors mis en vente dans les bureaux de tabac, les kiosques, les grands magasins populaires. La même stratégie mise en œuvre par l'américain Kelton pour ses montres, alors que jusqu'alors celles-ci étaient plutôt considérées comme des bijoux et donc disponibles uniquement dans les bijouteries. Au stade de la distribution, on notera le succès de l'e-commerce, qui a également supplanté certains circuits de distribution. On voit dans ce cas le rôle majeur joué par l'entrepreneur dans le succès de l'innovation, un produit, un marché, alors que le stylo à billes aurait pu être mis au point par les grands, Parker ou Waterman, c'est un outsider qui réussit à le faire en possédant au même moment des connaissances aussi variées que les plastiques, la mécanique et la distribution. On connaît le succès par la suite de la société Bic qui, sans réellement inventer les produits qu'elle fabrique, le rasoir jetable, le briquet jetable, les parfums à bas prix, un échec, a parfaitement réussi l'industrialisation et la commercialisation à des coûts très compétitifs étant donné la qualité des produits proposés et la technologie requise pour leur fabrication qui suppose des investissements très élevés et une culture de l'innovation qui innerve toute l'entreprise. Signalons le petit dernier de la société Bic, une tablette tactile, mise au point avec le leader mondial Intel et son expérience sur le même produit aux USA, qui s'adresse aux petites classes, maternelles ou primaires, comme instrument d'initiation et d'entrée à l'informatique. À noter également que les Chinois ont essayé de concurrencer des fabrications a priori faciles à copier. Seul problème, mais d'envergure, le manque de sécurité des briquets chinois dont la flamme est mal maîtrisée avec des risques d'explosion. Ceci n'a pas empêché la Commission de Bruxelles de continuer à autoriser l'importation des briquets chinois, et même de baisser les droits de douane les concernant. Ou comment tuer un leader européen. Ce n'est malheureusement pas le seul cas. 5. Typologie des innovations. Pierre-Yves Barrère, dans son ouvrage « Stratégie d'innovation », dans les PME, présente une classification des innovations qui a été largement approuvée par la suite. Les innovations à dominante technologique, ce qui peut inclure des outils, des techniques, des produits, des procédés, des équipements ou méthodes de fabrication. Un certain nombre de ces innovations peuvent être protégées par des brevets, parmi celles-ci on retiendra les matières nouvelles, le nylon, le rilsan, le kevlar, les matériaux composites. Des produits nouveaux, stylos à billes, rasoirs à plusieurs lames, 5 actuellement. De nouveaux composants. Des systèmes complexes, l'aérotrain, les lithotripteurs, équipements médicaux destinés à la suppression des calculs rénaux, les lasers. De nouveaux conditionnements, le cirage en tube. De nouveaux procédés utilisant de nouveaux équipements, cracking, acier à l'oxygène, flot de glace. Les innovations à dominante immatérielle qu'il n'est pas possible de protéger par des brevets, dont les conditions de délivrance sont bien précises.
Les innovations à dominante commerciale. Nouvelle présentation d'un produit, le packaging, la mise sous plastique ou blister, un nouveau mode de distribution, exemple, vendre des contrats d'assurance par des bornes interactives à l'intérieur des aérogares, le cash and carry, la commande de produits ménagers ou alimentaires par Internet, les produits étant livrés par le distributeur ou enlevés sur place par le client, le drive, les réservations par Internet. Les innovations à dominante organisationnelle souvent proposées par les pouvoirs publics instaurant de nouvelles méthodes dans le système administratif, le plan comptable 1947, la TVA Maurice Lauré 1954, les GIE 1960, les FCPR Jacques Delors 1983, la reprise des apostrophes entreprises par les salariés Pierre Bérégovoy 1984, le régime des auto-entrepreneurs Hervé Novelli 2008. On pourra rattacher à cette catégorie des innovations à caractère financier comme la création des sociétés financières des apostrophes innovation. Christian Marbach, le fondateur de Sofinova en 1972, celle des sociétés de capital risque, SCR à régime fiscal particulier, mais aussi les produits dérivés, subprime, pas toutes très appréciées des utilisateurs. Pays Barrère complète cette première classification en s'intéressant au degré de l'innovation, ce qui permet de distinguer les innovations absolues, radicales ou de rupture qui rompent délibérément avec la technique antérieure. Produit réellement nouveau n'existant pas antérieurement ou nouvelle utilisation d'un produit existant déjà sous une autre forme. Les innovations variations ou relatives sont des améliorations plus ou moins poussées de produits existants mais qui restent toujours perceptibles à l'utilisateur. Des innovations de première imitation ou de diffusion sur des marchés différents. On ne confondra pas évidemment un produit nouveau sur le marché avec un produit nouveau pour l'entreprise, dans la mesure où elle ne le fabriquait pas auparavant, mais qu'il l'était déjà avec les mêmes caractéristiques par un concurrent. La stratégie d'imitation, MeToo, l'innovation copiée, a magnifiquement réussi d'abord au Japon qui a su ajouter de la valeur aux produits imités et aujourd'hui en Chine avec cependant une dégradation dans la qualité. On pourra aussi se reporter aux classifications du professeur André Piatier, de Christopher Freeman, Université du Sussex, ou d'André Tessier du Crous, mais qui retiennent les deux grandes catégories, innovation de rupture et innovation incrémentale ou d'amélioration. 6. La technologie. Les commentateurs ont parfois entretenu une confusion entre innovation et technologie, en ignorant qu'il s'agit de notions bien différentes, l'une la technologie, précisant l'autre l'innovation et certaines entreprises innovantes sont ainsi devenues technologiques sans justification. Il y a des innovations à fort contenu technologique, notamment les lithotripteurs, appareils IRM ou stimulateurs cardiaques, d'autres sans connotation technologique notamment dans les services. L'OCDE a dégagé le critère d'intensité technologique d'une activité qui reflète l'importance des dépenses de recherche-développement dans la production. L'OCDE distingue ainsi 4 secteurs. Tableau. Industrie manufacturière classée selon leur intensité technologique globale. Haute technologie. Entre 15 à 25% de frais de R&D chiffre d'affaires. 1. Aérospatial. 2. Ordinateur, machine de bureau. 3. Électronique, communication. 4. Pharmacie et biotech. Moyenne et haute technologie. Entre 8 à 15% de frais de R&D chiffre d'affaires. 5. Instruments scientifiques. 6. Véhicules automobiles. 7. Machines et appareillage électrique. 8. Industrie chimique. 9. Autres matériels de transport. 10. Machines non électriques. Moyenne et faible technologie, entre 4 à 8%. 11. Caoutchouc et matières plastiques. 12. Construction navale. 13. Autres industries manufacturières. 14. Métaux non ferreux. 15. Produits minéraux non métalliques. 16. Ouvrages en métaux. 17. Raffinage de pétrole. 18. Métaux ferreux. Faible technologie, de 0 à 5%. 19. Papier, imprimerie édition. 20. Textile, habillement cuir. 21. Alimentation, boissons, tabac. 22. Bois et meubles. 7. L'innovation par l'usage. Le secteur particulier des technologies de l'information et de la communication,
TIC. Ce texte est extrait du livre En jeu de mots, Regard multiculturel sur les sociétés de l'information. Ce livre, coordonné par Alain Ambrosi, Valérie Peugeot et Daniel Pimienta, a été publié le 5 novembre 2005 par CEF Éditions. Dans cet article, nous proposons de revenir sur la genèse de la notion d'usager et d'insister sur une caractéristique essentielle de l'usage des nouvelles technologies. L'innovation prend autant naissance dans les pratiques des usagers que dans les laboratoires des centres de recherche publics ou industriels. En effet, certaines des ruptures les plus significatives dans les comportements de communication, le logiciel libre, les outils coopératifs de publication, le Wi-Fi, le P2P, les blogs, etc., n'ont pas été initiées par le haut, par un plan de développement industriel accompagnant la mise à disposition d'une technologie nouvelle issue des laboratoires de recherche, mais ont pris forme par le bas, au terme d'un processus coopératif réunissant de façon bénévole des réseaux d'usagers. On définira les innovations par l'usage, aussi appelées innovations ascendantes, bottom-up innovation ou innovations horizontales, comme des innovations technologiques ou de services qui naissent des pratiques des usagers et se diffusent à travers des réseaux d'échange entre usagers. Ces innovations par l'usage, qui se développent indépendamment des cycles verticaux de l'innovation, sont devenues une caractéristique essentielle, même si non exclusive, du développement de la société de l'information. 8. La triple hélice et l'open innovation. Le modèle de rupture entre l'innovation production linéaire et l'innovation managée par les connaissances. Présentation de la triple hélice et de l'open innovation par Emmanuel Frémiot, Dr S Sciences Économie. Cette nouvelle économie fondée sur la connaissance conduit les États à faire appel au milieu scientifique pour encourager la création d'entreprises innovantes fondées sur la recherche, pour renforcer la contractualisation publique-privée de projets de recherche ou pour faciliter la mobilité de leur personnel de recherche vers le secteur privé. Ces tendances constituent le volet de la nouvelle politique de recherche et d'innovation. Elles répondent à une valorisation de la recherche publique mieux adaptée aux nouvelles conditions concurrentielles des économies fondées sur les connaissances. Comment s'opère-t-elle ? Inspiré par le courant évolutionniste et par la métaphore de la forme organique de l'ADN, ce nouveau modèle d'innovation intitulé Triple Hélice ou Open Innovation illustre non seulement les interactions de trois sphères institutionnelles, l'État, l'université et l'industrie, mais également les transformations à l'intérieur de chacune de ces sphères lors de la création d'un environnement innovateur comprenant des entreprises issues du système scientifique, d'initiatives pour un développement économique fondé sur la connaissance, alliances stratégiques entre des firmes de taille et de technologies différentes, etc. Il permet de privilégier un regard plus large sur les transformations qui affectent l'activité scientifique. Il montre de manière dynamique et récursive les relations qu'entretiennent les trois principaux acteurs d'un système national d'innovation, lorsque le savoir se situe au cœur de l'activité économique, et qui a un effet direct sur l'environnement général au sein duquel elle se fait. Le savoir scientifique est dans ce contexte défini comme pouvoir d'action. On trouvera l'exposé complet dans le chapitre 11, le point de vue des économistes et des praticiens. 9. L'innovation frugale, concevoir mieux avec moins. C'est la proposition de Navi Raju, un Indien, dans son livre intitulé L'innovation jugade, redevenons ingénieux. Interview de l'auteur accordée aux médias courant positif, l'innovation frugale, ou jugad en hindi, est la capacité ingénieuse à faire plus avec moins. C'est-à-dire à maximiser la valeur apportée aux consommateurs, aux actionnaires et à la société en général tout en minimisant l'utilisation de ressources rares, énergie, capital, temps. L'innovation frugale est pratiquée aujourd'hui par des milliers d'entrepreneurs dans les économies émergentes comme l'Inde, la Chine, l'Afrique ou le Brésil qui sont imprégnés de fortes contraintes et dans lesquels des innovateurs de base conçoivent des solutions abordables et durables dans les secteurs essentiels comme la santé, l'énergie, l'éducation ou l'alimentation. Il est fascinant d'observer que ces innovateurs sont capables de trouver des opportunités dans l'adversité. Ils sont confrontés à une grande rareté de ressources et une énorme complexité,
Et pourtant ils puisent dans leur ingéniosité et résilience pour mettre au point des solutions très efficaces qui offrent plus de valeur à leur communauté tout en minimisant les ressources qui sont souvent rares dans ces marchés-là. C'est l'exemple de Mansukh Prajapati, un potier indien qui a conçu Mythicool, le réfrigérateur le plus écologique du monde. Développé en argile et 100% biodégradable, il fonctionne sans électricité et peut conserver fruits, légumes et lait frais pendant plusieurs jours. Pouvez-vous nous citer d'autres exemples? En Europe, et surtout en France, certaines entreprises ont déjà adopté l'innovation frugale pour développer des solutions abordables qui sont génératrices de forte croissance. C'est le cas de Siemens, Unilever, Renault-Nissan, L'Oréal, Lafarge, Air Liquide et SCNF évoqués dans mon livre. Par exemple, Siemens a conçu toute une gamme de produits abordables et éco-efficaces sous le label Smart, simple, maintenance-friendly, affordable, reliable, timely to market. Siemens a ainsi développé un moniteur cardiaque doté de micros bon marché, en lieu et place d'un coûteux système à ultrasons. Siemens estime que ces produits Smart représentent un marché mondial de 200 milliards de dollars. Et grâce au leadership visionnaire de Carlos Ghosn, qui a inventé, en 2006, la notion d'ingénierie frugale, Renault a créé une rupture dans l'industrie automobile mondiale en lançant en 2004 sa Logan à 5 000 €, et par la suite toute une gamme de véhicules bon marché et durables sous la marque Dacia. Aujourd'hui Renault, avec son partenaire Nissan, tente de pousser les limites de l'innovation frugale plus loin en investissant dans la plateforme CMF-A qui servira de base pour le développement de voitures ultra low-cost qui seront lancées en Inde et dans d'autres pays émergents. En tant que chercheur et consultant, je suis impressionné par le fait que parmi les entreprises pionnières de l'innovation frugale sur le plan mondial, on compte beaucoup de sociétés françaises comme Renault. C'est très encourageant pour l'avenir. Simorat, http://www.courantpositif.fr/ l'innovation-frugale concevoir mieux, avec moins /stage.pesax-b3lj.dpuf. 10. L'innovation spaghetti. Les informations et idées originales génératrices d'innovation viennent de bien d'autres sources que la recherche, et font de grands détours avant d'être économiquement valorisées, ce qui rend leur trajectoire compliquée et aléatoire. À un système de type gavage des oies, qu'évoque irrésistiblement le modèle linéaire, le professeur John Besant, spécialiste de l'innovation, suggère donc de substituer le modèle spaghetti déjà adopté par les informaticiens pour les systèmes désordonnés et difficiles à contrôler. Toutes les études empiriques sur l'innovation montrent en effet la similitude d'un système d'innovation avec une assiette de spaghetti. Il suffit de tirer sur un élément d'un côté pour que des mouvements imprévisibles et complexes se produisent jusqu'au côté opposé. On lira au chapitre 11, le point de vue des économistes, les réflexions de Madame Danielle Blondel sur les modèles d'innovation qui ont cours aujourd'hui. 11. Les secteurs d'avenir et maintenant. Après les 5 dernières révolutions industrielles et technologiques, la microélectronique, la micro-informatique qui lui est liée, les biotechnologies, Internet et les cleantechs, qui nous viennent des États-Unis depuis 1970, à quoi faut-il s'attendre? Une étude récente de McKinsey a retenu 12 innovations de rupture, parmi une centaine d'innovations examinées, qui auront un fort impact sur les citoyens, mais peut-être pas forcément sur la croissance. Ces choix ont été faits à partir de 4 critères. Le premier est la rapidité d'évolution, date rapprochée à laquelle ces technologies seront disponibles. Le second, l'impact global, combien de personnes, d'entreprises, d'industries sont affectées par l'apparition d'une technologie. Le troisième est celui de la valeur économique. Le dernier, le potentiel de rupture de la technologie. Si l'avenir n'est jamais assuré, l'auteur de l'étude James Manica affirme que le bilan sera malgré tout positif. Source: McKinsey en milliards de dollars par an. En relation avec ce tableau, on signalera un nouveau plan d'investissement prolongeant les investissements d'avenir exposé par le Premier ministre en juin 2013 pour consacrer 12 milliards d'euros à des filières d'avenir qui sont les suivantes. La moitié des investissements d'avenir sera consacrée à des investissements directs pour la transition écologique, dont un plan sans précédent d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique et de rénovation thermique. Tous les projets auront des règles d'éco-conditionnalité, le Premier ministre.
Pour mémoire, rappel des investissements d'avenir du précédent gouvernement. Le tableau de McKinsey est beaucoup plus précis que les deux autres tableaux qui suivent car il repose sur des technologies et des produits. Les deux autres sont plus axés sur les secteurs. Il faudra par contre se reporter au tableau des 34 plans industriels promis par le Premier ministre français en septembre 2013 pour parler de produits industriels nouveaux. Mi-octobre 2013, le commissaire à l'investissement, Louis Gallois, a fait le point des investissements d'avenir. Sur les 35 milliards décidés par le précédent gouvernement, 28,6 milliards d'euros ont été engagés, c'est-à-dire affectés à des projets, et 5,6 milliards d'euros effectivement versés. Inutile de dire qu'il faudra attendre quelque temps avant de connaître les résultats concrets de ces investissements. Il a également rappelé les 3 priorités en matière d'innovation pour les années à venir. La transition énergétique, éolienne en mer, hydrolienne, voiture 2 litres au 100. Le numérique, financement des MOOC, cours universitaires en ligne, libre d'accès et interactifs. La santé et l'économie du vivant, la formation professionnelle, les reconversions industrielles. Pour compléter ces informations, il faut se reporter au chapitre 10h40 mesures incluses dans le CICE, plan pour la compétitivité, la croissance et l'emploi, 34 projets pour industrialiser la France, 40 mesures pour l'innovation de M. Montebourg, 19 mesures pour l'innovation de Mme Pellerin et les projets de la Commission Innovation 2030, Mme Lauvergeon. On voit par cette énumération que la France se trouve très bien dotée. Chapitre 2, les fondamentaux. Management de l'innovation et propriété industrielle. 1. Le management de l'innovation. C'est au sein de l'entreprise que naissent les produits qu'ils sont développés, parfois fabriqués, sauf recours à la sous-traitance partielle ou totale, puis vendus sur les marchés consacrant le succès de la firme ou parfois son échec. Sur 1000 idées de produits, 100 sont étudiées par les services spécialisés de l'entreprise, 10 sont fabriqués et mis sur le marché. Un seul établira la consécration de l'entreprise et assurera sa rentabilité pour de nombreuses années, permettant de nouvelles recherches, de nouveaux développements, la croissance interne ou externe par acquisition de concurrents et ou d'entreprises complémentaires. C'est ainsi le cas pour Moulinex et sa fameuse moulinette à légumes, General Electric et son frigidaire, Bic et son stylo à billes, Ford pour sa Ford T, Sony et son Walkman, Apple et son iPhone, son iPad. Essilor et ses verres adaptatifs, Varilux. Mais il est long le chemin qui mène de l'idée à la reconnaissance par le marché. Les risques sont nombreux et lorsque le produit est enfin au point, ne faut-il pas qu'un concurrent mette sur le marché au même moment le même produit avec quelques plus. La stratégie d'innovation est porteuse de risques. Les risques guettent toutes les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, nationales ou multinationales. Certaines innovations créées dans l'entreprise pourront ne pas y être développées par manque de moyens humains ou financiers ou l'absence de commerciaux compétents pour vendre des produits nouveaux face à une concurrence conservatrice. Le management de l'innovation réclame des qualités particulières des individus, une structure d'entreprise favorisant la communication, un état d'esprit axé sur la nouveauté et de la rigueur à tous les stades. Les stratégies d'innovation seront mises en œuvre aussi bien dans les entreprises spécialisées dans certaines lignes de produits, que celles qui entreprennent une diversification produit ou secteur. Quant à la stratégie d'imitation qui a fait la fortune et la renommée des Japonais, elle a elle aussi été imitée et accrue dans le cadre de la mondialisation, ne serait-ce que voir le nombre de iPhones qui ont fleuri sous différentes marques après la découverte innovation de Steve Jobs, fabuleux innovateur de produits de grande consommation. Dans la stratégie d'imitation, si l'innovation technique n'est pas toujours apparente pour l'utilisateur final ou le consommateur, ce sera le prix qui peut être l'élément déterminant de l'achat, ce qui implique une innovation dans la chaîne de fabrication, une nouvelle combinaison des facteurs de production, une nouvelle combinaison capital-travail. 2. Stratégie d'entreprise et risques. La matrice des opportunités est aussi celle des risques. Exemple. Définir la stratégie d'une entreprise ancienne qui développe une innovation de rupture qui s'adresse à un marché nouveau. Ou celle d'une entreprise récente qui met sur le marché une innovation incrémentale sur un marché relativement ancien.
Ou la stratégie d'une entreprise qui innove peu et dont le marché est en décroissance. 3 cas différents, 3 stratégies différentes, 3 types de risques spécifiques. Le facteur temps. Question. De combien de temps dispose une firme pour imposer un produit nouveau sur le marché avant d'être concurrencée? Réponse. De moins en moins de temps si elle n'a pas de protection industrielle, des brevets par exemple. De quelques mois à quelques années, c'est ce qu'on appelle les barrières à l'entrée. Mais on connaît aujourd'hui le point faible des brevets. Certains sont contournés, d'autres copiés. Certains pays n'acceptent pas la protection intellectuelle sur leur territoire. On l'a vu en mars 2013, lorsque l'Inde a refusé le brevet d'un médicament mis au point par le laboratoire suisse Novartis pour son médicament anticancéreux Glivec, les autorités indiennes ayant trouvé ce nouveau produit pas assez inventif, mais surtout trop cher pour la majorité de ses 1,2 milliard d'habitants dont 40% gagnent moins de 1,25 $ par jour. Et combien de temps pour imposer une technologie? Cela dépendra de l'acceptation de l'innovation par l'utilisateur. Si celle-ci bouscule les habitudes et heurte les sensibilités, une décennie pourra être nécessaire. Ce fut le cas pour la pilule abortive Ru 486 découverte par le professeur Beaulieu et qui a été refusée par les autorités civiles et religieuses. Comment l'idée vient à l'entreprise? Le premier cycle de l'innovation se situe en aval, c'est-à-dire dans les innovations de produits destinés à répondre à une demande exprimée par le marché. Les produits doivent être conçus et adaptés à la demande et l'outil de production doit pouvoir répondre de façon instantanée. Il doit être pour cela flexible et adaptable. Le second cycle d'innovation concerne la fabrication et l'outil de production. C'est la phase de transition et d'équilibre. La troisième phase est celle de l'amélioration des process et celle des approvisionnements. Ces deuxième et troisième phases permettent d'abaisser le prix de revient des articles et ainsi de maintenir des marges satisfaisantes en face d'une concurrence dynamique, tout en maintenant les parts de marché acquises. Cette remontée de l'innovation de l'aval vers l'amont, du marché aux approvisionnements, a été développée aux États-Unis par Abernathy et Utterbach, cité par Dedurant in Futurible, le management stratégique de la technologie, numéro 137 au novembre 1989. Ces auteurs, ainsi que Peter Drucker mentionnent le cas de Ford dans les années 1920, et la Ford T produit entièrement nouveau s'il en fut, construite à des millions d'exemplaires, achetée par des milliers d'ouvriers de Ford qui recevaient pour cela des salaires élevés, a rapidement nécessité des outils de production très spécialisés et des méthodes de travail adaptées, taylorisme, fabrication à la chaîne et parcellisation des tâches. Mais cette évolution a été contrecarrée par General Motors. À l'écoute d'un marché en pleine évolution, GM a pu proposer une gamme de modèles plus différenciés, adapter son outil de production à la demande et prendre le dessus sur son concurrent qui est depuis toujours resté le numéro 2 de l'automobile aux USA. À certains moments, GM disposait de 25 marques et plus de 50 modèles. Quand l'aval du marché commande l'offre. Autre exemple, certains auteurs estiment aujourd'hui que l'innovation vient plus de l'extérieur de l'entreprise que de l'intérieur. Ce seraient principalement les clients, 50%, qui donneraient les idées de produits nouveaux à l'entreprise, suivis des fournisseurs, 25%, puis des chercheurs de l'entreprise, 25%. Si de nombreux industriels affirment que le travail avec le client est le plus profitable dans l'élaboration et la mise au point des produits nouveaux, il faut aussi différencier entre innovation de rupture en provenance des services de recherche de grandes entreprises ou de laboratoires publics spécialisés, face aux idées d'innovation d'amélioration et d'usage en provenance de l'aval. 3. Le marketing de l'innovation. L'Association des conseils en innovation, ACI, nous a autorisé à reproduire les grandes lignes du livre blanc sur le marketing de l'innovation qui a été rendu public en juin 2013. L'Association des conseils en innovation a pour mission de promouvoir les métiers français du conseil en stratégie de l'innovation. Les dépenses éligibles en marketing de l'innovation doivent prendre en compte les dépenses internes et externes de l'entreprise tout au long du cycle de conception-développement des nouveaux produits. Études prospectives, anticiper les marchés de l'avenir. Études exploratoires, valider l'enjeu économique d'un concept innovant. Études de faisabilité de concepts innovants.
finaliser le cahier des charges fonctionnelles. Étude du développement. Trouver les moyens d'accession au marché les plus efficaces. Ce guide reprend notre vision du métier des études de marketing de l'innovation, les finalités des différentes études accompagnées par des témoignages et enfin une présentation de la valeur ajoutée de notre métier. Nos travaux en lien avec la commission processus de l'innovation a permis de définir une typologie d'études. Or, il apparaît que les études amont, prospectives et exploratoires sont le parent pauvre des aides publiques en France. 1. Le marketing de l'innovation. A. Notre vision de l'innovation. Les membres de l'Association des conseils en innovation publient un livre blanc sur l'intérêt des études marketing pour les entreprises. Dans ce cadre, les membres de la commission ont souhaité clarifier leur perception de l'innovation. Ils considèrent que l'innovation est le fruit d'une pensée nouvelle d'un produit et d'un usage, un produit innovant étant un produit pour lequel au moins l'une de ses composantes a été modifiée, telle la technologie utilisée, une fonction, une caractéristique technique, une performance et même la marque, le design, l'ergonomie, le packaging ou un service associé, etc. Une innovation a donc pour finalité de créer de la valeur et donner de la satisfaction à son utilisateur. L'étude marketing est une étape indispensable pour identifier les besoins du marché et augmenter la valeur ajoutée de l'entreprise. B. Le marketing de l'innovation. L'innovation est l'une des armes maîtresses de l'entreprise pour faire face à sa concurrence, développer ses parts de marché et renforcer sa rentabilité. Elle constitue un investissement majeur pour préparer l'avenir. Néanmoins, elle est une prise de risque que l'entreprise doit appréhender au mieux et que le marketing de l'innovation doit permettre de diminuer. Le marketing de l'innovation s'intéresse à la conception et à la mise sur le marché de produits ou services innovants. À la différence du marketing traditionnel, le marketing de l'innovation s'intéresse à des produits, fonctionnalités ou services qui n'existent pas ou qui ne sont pas disponibles sur le marché. Cette spécificité induit une approche et des méthodes différentes de celles classiquement utilisées en marketing, le marketing de l'innovation étant de ce fait une discipline à part entière. C'est la notion même du produit global et de son usage qui est analysée. Dans ce cadre, le marketing de l'innovation apporte au dirigeant les éléments d'information dont il a besoin pour faire les bons choix stratégiques en l'aidant. D'abord à explorer plusieurs voies, évaluer les opportunités et risques liés à chacune des opportunités d'innovation qui s'offrent à lui. Puis à surveiller l'environnement concurrentiel et réglementaire, ainsi que le marché tout au long des processus d'innovation dans lesquels il se sera engagé. Enfin, à prendre les décisions stratégiques adéquates, partenariats, réseaux de distribution, cibles à viser, etc., et à formaliser son business plan en conséquence. Les études d'opportunité et d'analyse de risque doivent alors tenir compte des typologies d'innovation concernées, ainsi que de la stratégie de marché visée. Le marketing de l'innovation prend en compte un large éventail de situations. Il peut s'intéresser à des marchés existants, ou créer de nouveaux marchés en répondant à des nouvelles attentes. Il s'adapte aux différents types d'innovation. Approche market pull ou techno-push, innovation de rupture, innovation incrémentale. Il a pour objectif de démontrer et de valoriser au mieux la valeur ajoutée de l'innovation par rapport à l'existant. Il ne se limite pas au produit en tant que tel, mais à l'ensemble de ce qui le compose. La technologie, les services associés, le design, la marque, l'ergonomie, le packaging, etc. S'il s'intéresse souvent à l'aspect technologique, il ne s'y limite pas et peut retenir des innovations moins techniques, issues des sciences humaines par exemple. Remarque sur les stratégies push-pull. La stratégie techno-push consiste à pousser le produit vers le client ou le consommateur en vantant par exemple ses qualités techniques, très utiles dans les relations business-to-business, B2B. Au contraire, la stratégie market pull vise à faire connaître le produit en agissant sur le marché pour attirer directement le client, publicité ou réseau de distribution, très utilisé sur les marchés business-to-consumers, B2C. 2. Études marketing tout au long du processus d'innovation. Le processus permettant de passer d'une idée neuve en sa concrétisation et sa commercialisation sur un marché
est souvent long et comprend 4 étapes principales pendant lesquelles il est nécessaire de mener des études pour choisir la bonne direction. A. Détecter. Il s'agit d'identifier des filons sur un marché, c'est-à-dire des solutions permettant de résoudre un problème mal ou non résolu, présent ou futur. Un préalable avant de détecter un filon, c'est de connaître le marché où l'entreprise désire aller. Si elle ne le connaît pas, elle devra mener une étude stratégique pour repérer les marchés en croissance qui correspondent à son savoir-faire. Pour détecter ces axes d'innovation, les porteurs de projets ont à leur disposition plusieurs types d'études qui seront choisies en fonction de la nature de l'innovation recherchée, incrémentale de rupture, court, moyen, long terme, secteur d'activité, etc. Étude prospective. Elle cherche à connaître comment va évoluer un marché à long terme en analysant l'impact des principaux facteurs internes et externes qui ont une incidence sur le secteur. Changements économiques, sociaux, institutionnels et technologiques. Elle met en lumière les tendances à long terme du secteur et identifie les opportunités et les défis émergents. Études d'opportunités. Elles identifient des problématiques présentes ou futures et recherchent des ébauches de solutions qui répondraient aux exigences des clients. Veille marketing au niveau culturel, technologique, réglementaire et concurrentiel pour détecter les signaux faibles qui peuvent évoluer en tendance lourde. Études de créativité. Trouver des solutions à des problématiques, des alternatives à des processus en exerçant son imagination de façon individuelle ou collective. B. Explorer. Une fois les axes d'innovation identifiés, il s'agit ensuite pour le porteur de projet de les décliner en concepts produits ou services. C'est l'objectif des études marché exploratoires. Pour ce faire, le consultant en marketing de l'innovation accompagne le porteur de projet afin de faire ressortir des couples produits-services marché prioritaires selon une analyse croisée de 3 grandes catégories de paramètres. Un diagnostic interne. Il s'agira d'identifier, au regard de l'avancement de la réflexion du projet, les avantages perçus par l'approche innovante sur les marchés d'application pressentis. Les éventuelles faiblesses sont également à mettre en relief afin de faire émerger lors de l'étude d'éventuelles solutions pour les lever. Un état de l'art, complété par un benchmark des solutions existantes et en développement afin de positionner le projet innovant dans son environnement concurrentiel en termes de valeur ajoutée, prix, etc. Des remontées d'utilisateurs clients potentiels notamment au moyen de tests de concept, permettront de définir les priorités à donner par segment applicatif pressenti. Le croisement de ces différentes remontées d'informations permet notamment d'établir une hiérarchisation des couples produits-services-marché sur les segments applicatifs visés et de rejeter les idées à faible potentiel. Une première feuille de route pour la valorisation de l'innovation, afin d'obtenir une vision aboutie des concepts à développer et des différentes étapes clés associées à ce développement. C. Évaluer. Pour évaluer un concept innovant, il va falloir mener une étude de faisabilité. Les études de faisabilité d'un concept innovant interviennent avant et pendant la phase de développement technique, mais avant la phase de commercialisation. Elles permettent d'identifier et d'évaluer les potentiels débouchés du concept sur son marché. Plus précisément, elles peuvent viser plusieurs objectifs. Déterminer une décision de type go-no-go pour la poursuite du projet. Ces études vérifient que le concept peut s'insérer sur le marché en répondant à des besoins et des usages qui assureront son futur développement. Il est important de valider l'apport du caractère innovant du concept. Affiner le cahier des charges et proposer des éléments d'orientation R&D. Ces études accompagnent le développement technique du concept en permettant d'obtenir des retours d'utilisateurs potentiels sur les fonctions du futur produit ou service. Définir une stratégie d'accès au marché et les grandes lignes d'un plan marketing. Identification des cibles, étude de l'environnement concurrentiel, élaboration du modèle économique par la compréhension de la chaîne de valeur. Ces études constituent ainsi une première confrontation du concept avec le marché, et nécessite d'interroger des clients et ou utilisateurs potentiels. Du fait du caractère innovant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.